Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les repères chronologiques attendus en fin de cinquième. La périodisation. L'Antiquité commence avec l'invention de l'écriture, environ 3500 avant Jésus-Christ, et se termine avec la chute de Rome en 1476. Le Moyen Âge s'étend de la chute de Rome, 476, à la chute de Constantinople, 1453, ou le premier voyage de Christophe Colomb, 1492. C'est un sujet de débat. L'époque moderne est comprise entre la chute de Constantinople, 1453, ou le premier voyage de Christophe Colomb, 1492, et la Révolution française, 1789. L'époque contemporaine commence lors de la Révolution française, 1789. Nous y sommes encore aujourd'hui. Les époques sont découpées selon des critères subjectifs qui ne sont pas les mêmes selon les sociétés. Nous étudions les repères occidentaux, tout simplement parce qu'on est en France. Le principal repère en Occident est la naissance de Jésus-Christ. AVJC est l'abréviation de avant Jésus-Christ. Dans les pays à majorité musulmane, c'est souvent l'hégire qui est le point de départ des calendriers. L'hégire, 622 après Jésus-Christ, désigne le moment où Mahomet, Muhammad en arabe, et ses compagnons quittent la Mecque pour aller dans la future ville de Médine. Il y a bien d'autres calendriers dans le monde avec d'autres points de départ. L'étude du temps est construite par les hommes, ce n'est pas du tout un phénomène naturel et objectif. Prise chronologique. Une prise chronologique, ou ligne du temps, est une représentation linéaire d'événements positionnés sur la flèche du temps. Elle associe des événements à leur position dans le temps le long d'une échelle graduée. J'ai pris cette définition sur Wikipédia. La prise chronologique qui va nous servir de support dans ce diaporama reprend les repères historiques attendus en fin de cinquième. Je ne l'ai pas créé, je l'ai trouvé sur le site du Collège des Flandres de l'Académie de Lille. Les cartes qui figurent dans ce diaporama appartiennent également à leurs auteurs. Les autres images sont libres de droit. Du coup, on va voir les repères chronologiques attendus en fin de cinquième. Là, du coup, vous voyez toute la prise. Hop, date repère de la classe de cinquième. 622, l'hégire. 800, le couronnement de Charlemagne. 10e, 12e siècle, l'âge des églises romanes. 1096-1099, première croisade. 12e, 15e siècle, l'âge des églises gothiques. 1492, premier voyage de Christophe Colomb. 15e, 16e siècle, la Renaissance. 1598, l'édit de Nantes. 1661-1715, Louis XIV, Versailles. On va du coup commencer par l'hégire, 622. Là, vous voyez une image. Là, vous ne voyez plus. Parce que la frise chronologique que nous utilisons montre une image pour cet événement. La majorité de nos manuels scolaires donnent également des sources iconographiques pour illustrer l'islam. Cependant, cette démarche est ethnocentriste, ça veut dire tourner autour de notre propre culture. Il y a une tentative de transposition du monde chrétien médiéval, les figurations sont nombreuses, au monde musulman qui lui est contemporain. Pourtant, les musulmans sont contre les représentations du visage de Mahomet. Il y a des exceptions. À l'instar de l'image que nous venons de voir, la majorité des représentations proviennent de l'Empire perse. Ce phénomène minoritaire au sein du monde musulman s'éteint au XVIIe siècle. Les illustrations que nous trouvons dans les manuels scolaires au sujet de l'islam proviennent souvent de l'Empire perse et parfois de l'Empire ottoman. L'hégire désigne le moment où Mahomet, Muhammad en arabe, et ses compagnons quittent la Mecque pour aller dans la future ville de Médine. La Mecque et Médine sont en Arabie Saoudite et distantes de 339 km, à vol d'oiseau. Hein. Par route, c'est plus long. La Mecque est ici. Là, vous voyez Médine, qui à ce moment-là s'appelait à peu près Yathrib. Voilà, ça se prononce sûrement pas comme ça, mais voilà. Du coup, le mot hégire signifie immigration. C'est le point de départ du calendrier musulman, et pour cause, il crée une fracture dans leur société. Elle était jusqu'alors basée sur les clans familiaux, mais ils s'éloignent de leur famille, pour vivre en communauté religieuse. 800, le couronnement de Charlemagne. Charlemagne devient roi en 768 et est couronné empereur en 800.
Ses conquêtes font s'étendre son empire du Pays basque jusqu'en Saxe et de la Manche jusqu'à Rome. Vous voyez comme c'est super grand, quand même, c'est pas mal. Son État est bien organisé et sert de modèle à ses successeurs. Sa capitale est Aix-la-Chapelle, qui est de nos jours en Allemagne, où Charlemagne il était ni français ni allemand, hein. À l'époque, c'était pas les mêmes frontières qu'aujourd'hui. 10e, 12e siècle, l'âge des églises romanes. Alors, en fait, c'était tellement dur à résumer que j'ai pris une définition, hein, je l'assume. L'architecture romane est un style architectural essentiellement religieux, caractéristique du Moyen Âge européen. Il commence en 950 et se voit remplacé progressivement par l'art gothique ou ogival au cours du XIIe siècle. L'élément caractéristique de l'architecture romane est l'emploi de la pierre pour les voûtes en berceau de plein cintre, parfois en berceau brisé, ou pour la voûte d'arête. Les murs sont recouverts de fresques représentant des histoires de la religion chrétienne. Les chapiteaux des piliers et colonnes sont sculptés. Le tympan qui surmonte le porche d'entrée est lui aussi très historié. J'ai pris ça sur Wikidia, hein. C'est le Wikipédia pour les gens qui ont jusqu'à 13 ans. Du coup, voilà, on va juste revenir sur le fait que les murs étaient recouverts de fresques, qu'il y avait beaucoup de sculptures, etc. C'est là on voit que nos églises, elles sont toutes blanches, voilà. Avant, c'était pas le cas, c'est juste que comme c'est de la pierre calcaire en fait, sauf en Auvergne, des fois c'est de la pierre volcanique, mais la plupart du temps c'est de la pierre calcaire, si vous voulez, avec le temps, l'humidité, etc., les fresques sont effacées, la peinture s'est effacée. Mais à l'époque, au Moyen-Âge, les gens ils voyaient pas du tout la pierre blanche, ils voyaient beaucoup de choses à regarder. Du coup, là, on va voir les trois formes de la voûte romane. Du coup, encore une fois, hein, sur des murs et des plafonds qui sont complètement blancs, ce qui n'était pas du tout le cas au moment de leur construction. Du coup, là, on voit une voûte en plein cintre, et la forme qu'elle fait. Là, on voit voûte en berceau sur arc brisé. Vous voyez que c'est brisé ici. Voilà. Et là, une voûte d'arête. Vous voyez que ça fait, voilà, comme ça. C'est bien expliqué. 1096, 1099, première croisade. Les Arabes qui tenaient Jérusalem laissaient les chrétiens faire le pèlerinage à Jérusalem. Cependant, en 1078, la ville est prise par les Turcs seldjoukides et ils ne laissent plus les chrétiens y entrer. Donc jusque-là, ça allait, et à partir de 1078, les chrétiens ne peuvent plus venir. L'Empire byzantin est également en difficulté face à cette situation et appelle Rome à l'aide. Qui plus est, l'Europe occidentale est alors sujette à de nombreuses guerres entre nobles. Il faut les orienter vers l'extérieur, à l'instar de la Pax Romana. Vous vous rappelez, la Pax Romana, c'est les 1er et 2e siècles, où l'Empire romain, concrètement, a la paix au niveau du royaume, parce qu'ils vont frapper sur les gens qui en sont à l'extérieur. Pour avoir la paix à l'intérieur, on fait la guerre à l'extérieur. Pour toutes ces raisons, en 1095, le pape Urbain II lance un appel à la croisade depuis le concile de Clermont, au royaume de France, hein, Clermont c'est Clermont-Ferrand aujourd'hui. La première croisade, 1096-1099, désigne en réalité les premières croisades. Il y a tout d'abord une croisade populaire, particulièrement violente et infructueuse. Concrètement, c'était un petit peu des extrémistes quand même. Dès qu'ils arrivaient dans une ville et ils croyaient que c'était Jérusalem, et ils ont buté beaucoup de monde sur le chemin. Et après, ils ont fini par tous se faire buter parce qu'ils savaient pas si bien manier les armes que ça. Puis après, il y a la croisade des barons, c'est-à-dire des nobles qui sont souvent des troisièmes fils en recherche de terre. Si vous voulez, c'est pas le top prestige en fait. Le pape, il pensait qu'il y avait des rois qui allaient y aller, et finalement, ça va finir par arriver, hein, notamment Louis IX, qu'on appelle aussi Saint-Louis, va finir par être croisé, mais au départ, c'était pas le top du top, quoi. Pour en savoir plus tout en s'amusant, je vous conseille l'excellente vidéo La Première Croisade, Baudouin Ier, Kilitch Arslan, Alexis Comnène de Confession d'Histoire sur YouTube. Voilà, il y a un extrait. 12e, 15e siècle, l'âge des églises gothiques. Là aussi, j'ai pris une définition parce que sinon c'est trop dur. L'architecture gothique s'est développée en Europe occidentale entre le XIIe et le XVIe siècle. Ce style architectural, qui a succédé à l'art roman,
qu'on vient de voir il y a 2 minutes, s'est rapidement diffusé au nord de la Loire. Il s'est ensuite répandu dans toute l'Europe avant d'être supplanté par l'architecture de la Renaissance vers le milieu du XVIe siècle. Des monuments religieux, églises, cathédrales, abbayes, cloîtres, aussi bien que profanes, ont été construits dans ce style. Mais ce sont les cathédrales qui l'incarnent le plus visiblement. Le plus visiblement. Du coup, cette définition vient de gralon.net. Du coup, en église gothique, on a un exemple. Dans la région, on a la cathédrale de Tours. Voilà, elle est belle. Et là, on voit le principe de la voûte gothique, et normalement, vous êtes censé voir qu'il y a quand même de grosses différences avec les voûtes romanes qu'on a vues juste avant. Normalement. 1492, premier voyage de Christophe Colomb. Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique, il faut arrêter de dire ça. Elle était déjà habitée. Comment vous voulez découvrir quelque chose où il y a déjà des gens qui y habitent? C'est pas logique. Et en plus, les Vikings sont les premiers Européens à avoir découvert l'Amérique vers l'an 1000. En fait, à l'époque, ça se savait pas trop en Europe continentale. Mais bon, de fait, ils ont quand même découvert l'Amérique vers l'an 1000. 1492 désigne le premier voyage de Christophe Colomb. Certains historiens estiment que c'est cela qui fait passer l'Europe du Moyen-Âge à l'époque moderne. Christophe Colomb est italien, mais est financé par l'Espagne pour trouver une nouvelle route vers l'Inde. Quand il arrive à Cuba, il pense être au Japon. Donc, voilà. Après, c'est pas qu'il était bête, hein, c'est que à l'époque, il savait vraiment pas qu'il y avait un aussi grand continent à l'ouest, et voilà, il pensait en faisant le tour de la Terre, parce que personne n'a jamais pensé que la Terre était plate, hein, il pensait qu'en faisant le tour de la Terre, il arriverait vers l'Inde. Honnêtement, c'était pas idiot, mais c'était pas ça pour autant. C'est quand même, voilà, et c'est pas trop sa faute. Et Christophe Colomb est un personnage extrêmement controversé, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, retenez 1492, premier voyage de Christophe Colomb. 15e, 16e siècle, la Renaissance. Le passage à l'époque moderne pourrait aussi être, selon d'autres historiens, la chute de Constantinople en 1453. En effet, cela permet aux ouvrages rédigés en grec d'être apportés à Rome. C'est la redécouverte des auteurs grecs et latins qui est la source de la Renaissance. Ça veut dire qu'à partir de là, concrètement, les intellectuels dans absolument tous les domaines vont s'intéresser surtout aux anciens, c'est-à-dire aux Grecs et aux Romains de l'Antiquité, et délaisser un peu le Moyen-Âge. Eux, ils veulent vraiment revivre, si vous voulez, l'Antiquité, d'où le terme Renaissance. En vrai, ils sont quand même issus du Moyen-Âge, on retrouve quand même encore beaucoup de choses issues du Moyen-Âge, c'est normal. Elle, donc la Renaissance, naît à Florence, en Italie, et atteint progressivement d'autres villes italiennes, puis l'Espagne, la France, l'Allemagne, la Flandre, etc. Elle touche bien des domaines, notamment les arts et la religion chrétienne. C'est là où on va voir apparaître le protestantisme, etc. Et au niveau des arts, ça les touche absolument tous. Ici, vous voyez le château de Chambord, qui est en France, pas très loin de Tours et de Blois. 1598, l'édit de Nantes. L'édit de Nantes marque la fin des guerres de religion, en accordant aux protestants de pratiquer leur culte dans le royaume de France. Ça, c'est la version officielle. Parce que surtout, c'est que Henri IV est arrivé au pouvoir en 1589 suite à l'assassinat d'Henri III. Donc le mec, il arrive quand même dans de bonnes conditions. Il a mis 9 ans à reconquérir son propre royaume. C'est quand même assez énorme. S'il s'est converti au catholicisme, jusque-là, quand il est arrivé en 1589, il était protestant, les gens, ils ont un peu crié. Donc s'il s'est converti au catholicisme et qu'il a effectivement remporté de grandes batailles, c'est vrai, il est surtout parvenu à son but en achetant ses ennemis et en promettant de ne pas se venger. Concrètement, il leur donne de la thune et ils leur disent vous inquiétez pas, je me venge pas, juste vous arrêtez de nous taper dessus et venez, on fait la paix. Et ça marche. Concrètement, ça marche. L'édit de Nantes marque le rachat au prix, même à très haut prix, du dernier ligueur. Donc les ligueurs, c'était les ennemis. Le dernier ligueur gênant, le duc de Mercœur, qui venait foutre la pagaille, comme pas permis, en Bretagne, mais aussi en Anjou. On rappelle que Nantes était en Bretagne à ce moment-là. C'est presque toujours une question de pouvoir et d'argent, rarement réellement de religion. Voilà.
Quand on achète les gens, ils veulent bien arrêter de taper sur les protestants. Je dis ça, je dis rien, après, voilà. 1661-1715, Louis XIV, Versailles. Louis XIV a régné pendant 72 ans. C'est un record pour le royaume de France, c'est le roi de France qui a régné le plus longtemps. Pour cause, il devient roi en 1643 alors qu'il n'a que 5 ans. Sa mère, Anne d'Autriche, assure donc la régence aux côtés du Premier ministre, le cardinal Mazarin, jusqu'en 1651. Louis XIV est couronné 3 ans plus tard, en 1654, alors qu'il n'a pas encore 16 ans. Il fallait alors avoir au minimum 15 ans pour pouvoir être couronné. Donc vous voyez quand même qu'il commence très très jeune tout ça. En 1715, à l'âge de 76 ans et après 72 ans de règne, il s'est Louis XIV annonce le 10 mars 1661, le lendemain de la mort du cardinal Mazarin, vouloir gouverner seul, c'est-à-dire sans ministre. C'est l'aboutissement de la monarchie absolue. La monarchie absolue commence à se mettre en place, doucement, à partir de François Ier au XVIe siècle. Mais là, à partir du moment où le roi il dit j'ai même plus besoin de ministre, j'ai plus besoin de premier ministre, je fais ma vie, je m'entoure des conseillers que je veux, quand je veux, là vraiment on est sur l'aboutissement de la monarchie absolue. En 1662, il fait démarrer les travaux d'aménagement du château de Versailles, qui n'était alors qu'un simple relais de chasse. Ils ne seront pas terminés à sa mort en 1715. Je vous conseille de regarder la vidéo Versailles de Louis XIII à la Révolution sur YouTube. Elle est aussi brève que claire. Pour cause, elle dure 3 minutes 25 et elle vous montre toute l'évolution du château de Versailles. Là, vous le voyez en 1624, donc ouais, Louis XIII est au pouvoir depuis 14 ans en ce moment-là. Vous voyez que c'est pas ouf, quoi. C'est pas du tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et là, 1665, donc 3 ans après les débuts de travaux d'aménagement demandés par Louis XIV, on voit déjà quand même une très grosse différence, regardez. Quand même. Et ça va continuer, jusqu'à la Révolution. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. À bientôt!